Quel est le mode d'emploi de notre corps, de notre vie, de ce véhicule que la conscience emploie pour le meilleur de ses expériences, de ses apprentissages? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce corps soit heureux, fonctionne, soit satisfait? Premièrement, eh bien, il me semble important d'accueillir, d'être attentif, d'amener sa conscience, comme je l'ai dit préalablement. Où est ta conscience présentément? Es-tu dans tes pensées? Es-tu dans hier ou dans demain? Ou es-tu vraiment ici? Eh bien, premièrement, nous en avons parlé précédemment, il s'agit donc d'observer cela, d'accepter et d'accueillir tout cela. Deuxièmement, eh bien, d'être attentif dans le présent de ce qui se passe, là, tout de suite. Non pas dans une remémoration. La mémoire fait appel au mental. La mémoire reconstruit, la plupart du temps, le vécu, en fonction de nos croyances, de nos désirs ou de nos craintes. Dans le présent, deuxième règle, deuxième observation, deuxième conseil, dans le bon usage de notre corps. Dans le présent, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Quelles sont mes sensations, mon expérience? De ramener toujours là, ici et maintenant, même s'il s'agit d'un souvenir, comment je le ressens, comment je le vis, quelle opinion j'en ai de ce souvenir ou de ce qui a été vécu à l'intérieur de cela. Cela semble évident à le dire, mais à le pratiquer, eh bien, on réalise que pas du tout. La plupart du temps, eh bien, nous sommes dans un espace mental, virtuel, dans une création. Une création eh bien, du mental, précisément. De ce second moi, de ce deuxième moi, qui, en permanence, veut prendre la place du premier. Le moi, eh bien, virtuel, en quelque sorte. Troisième observation, dans cette règle du jeu, que tout enfant souhaite apprendre dès qu'il arrive dans un groupe, dès qu'il arrive sur Terre, dès qu'il arrive dans une famille, dès qu'il ouvre une boîte, et justement, précisément, qu'il y rencontre un jeu, quel qu'il soit. Comment ça fonctionne? Quelle en est la règle du jeu? J-E-U. Ou encore du jeu, J-E. Quel est le mode d'emploi de mon corps, de ma vie, de mon être? Accueillir. Deuxièmement, dans le moment présent. Et troisièmement, eh bien, de laisser une place, de donner une place spécifique au ressenti, aux émotions, à ces mouvements intérieurs du corps. Ces émotions sont quelque chose de très, très, très spécifique, de très, très particulier. Qu'est-ce qu'une émotion? Eh bien, une émotion fait suite à une sensation. Une émotion sans sensation n'existe pas. Ce n'est qu'une pensée de plus. Si cela ne fait pas réagir le corps à travers le système neurovégétatif, il ne s'agit pas d'une émotion. Il s'agit d'une création du mental qui n'a aucune valeur, aucun intérêt, ni dans la thérapie, ni dans la croissance, ni dans la connaissance de soi. L'émotion, qu'est-ce que c'est? Elle n'est que dans le présent. Elle n'est que dans le présent. Elle ne vit que dans l'instant présent. Elle ne vit que dans le corps. Elle est toujours accompagnée d'une sensation. Une sensation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chaleur, une tension, un vide, un creux, un nœud. C'est quelque chose d'objectif, quasi de médical. C'est dans la gorge que cela se noue, c'est dans le ventre qu'il y a un creux, c'est dans les jambes que cela tremble. Une sensation est donc une description technique, objective et objectivable. Alors que une émotion fait déjà le pont entre cette sensation et la psyché, la conscience. Nous savons que nous avons une émotion par le corps. Et l'autre, à l'extérieur, le sait. Il sait que nous avons une émotion, qu'il s'agisse d'un ami
ou d'un étranger. Il sait que je ressens quelque chose. Il ne sait pas nécessairement qu'est-ce que je ressens. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Et toi-même, quand tu observes un inconnu dans un café, au théâtre, au cinéma, même un acteur, eh bien tu supposes qu'il a des émotions. Et tu peux même supposer laquelle, s'il s'agit de colère ou de tristesse ou de peur ou de joie ou de dégoût. Eh bien, tu peux en faire l'hypothèse, car les muscles du visage, l'attitude corporelle, le flot des paroles, la musicalité de la voix, les pauses, ne sont pas les mêmes. La respiration, tout change dans le corps d'une émotion à l'autre. L'émotion apparaît donc comme un langage entre moi et l'autre pour lui manifester qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai besoin que l'autre sache, comme le bébé, en dépendance totale, en dépendance biologique. Il faut que l'autre, maman en l'occurrence, eh bien, sache que quelque chose ne va pas à l'intérieur de moi. Au contraire, va très bien. J'ai besoin de communiquer quelque chose qui se vit dans mon corps, dans ma biologie, en termes d'insatisfaction ou de satisfaction. Car le ressenti négatif ou positif n'est que l'autre face de la pièce. Et que trouvons-nous sur l'autre face de cette pièce? Le besoin. Derrière toute émotion négative se trouve un besoin biologique, psychologique puis émotionnel. Derrière tout ressenti se trouve un besoin, derrière tout besoin se trouve un ressenti. C'est exactement la même pièce. Comme les deux faces d'une pièce de monnaie, c'est le même objet. Derrière la peur, il y a le besoin de sécurité. Derrière la honte, il y a le besoin d'avoir une image agréable, honnête, valorisante. Derrière la tristesse, il y a ce besoin d'une compagnie, d'une présence. Derrière l'anéantissement, il y a un besoin de repères. Derrière la frustration, le besoin d'être comblé, d'être rempli. Derrière tout besoin, il y a une émotion positive lorsque ce besoin est satisfait, un ressenti négatif lorsque ce besoin n'est pas satisfait. Ainsi, nous pouvons définir l'émotion comme l'expression, la transmission, la recherche de contact, la recherche de satisfaction par l'extérieur d'un besoin intérieur. Tout ressenti est la trace consciente et communiquée d'un besoin biologique non satisfait. D'un besoin biologique car corporel. Nous sommes l'ensemble de nos besoins biologiques qui ensuite deviennent émotionnels, psychologiques, sociaux, culturels. Mais tout démarre dans notre biologie, dans nos organes. Nous sommes constitués d'un ensemble déterminé, défini, limité d'organes, de cellules. Et lorsque ces besoins sont satisfaits, c'est la naissance de l'émotion et du ressenti. Ainsi, nous pouvons faire une cartographie des émotions par organe et des besoins par organe. L'épiderme, besoin de contact et le ressenti de séparation. Les os, besoin de structure, de valeur et la dévalorisation. La vessie, besoin de marquer les limites du territoire et le ressenti d'être envahi, que l'autre dépasse les bornes. Il empiète dans mon territoire. Les alvéoles pulmonaires, le besoin de vivre, de sentir la vie à l'intérieur de moi. Et le ressenti négatif, c'est la peur, bien sûr, de manquer de vie, la peur de mourir. Le décodage biologique va ainsi proposer cette carte-là. Ainsi, l'émotion
est une communication d'un besoin biologique non satisfait, alors que la sensation est quelque chose d'intime, de personnel, de secret, d'intérieur. L'autre ne sait pas mes sensations. L'autre ne sait pas ce nœud dans la gorge, ce tremblement dans les jambes, ce vide à l'estomac. Il ne connaît pas mes sensations. Et si cela s'amplifie, cela devient une émotion qui va transformer ma physionomie, ma posture, ma voix. L'émotion est une réaction. L'émotion est une régression. L'émotion est venue en moi, dans ma conscience corporelle, un jour, un instant, pour la première fois. Et lorsque je ressens à nouveau cela, à d'autres moments de ma vie, le même senti, eh bien, j'ai le même âge que lors de cette première expérience. Ça devient donc le ressenti. C'est pour cela que je propose que toute émotion est une régression à cet âge-là. Lorsque j'ai 40 ans, que je vois un chien et que j'ai peur, je n'ai pas 40 ans, j'ai l'âge de cette première expérience, où un chien m'a mordu à l'âge de 5 ans, par exemple. Lorsque j'entends un cri et que j'ai 50 ans et que je me sens mal parce que j'entends ce cri, je me sens en colère, irrité, eh bien, j'ai l'âge où, pour la première fois, j'ai entendu crier. Et j'ai ressenti, pour la première fois, j'ai senti cette même colère. Ainsi, dans ma proposition de découverte du mode d'emploi de ton corps, laisse une place, ouvre une place très spéciale à tes émotions, à tes ressentis. Il ne s'agit pas là d'être égocentrique, d'être orgueilleux, d'être mégalomane, d'être narcissique, loin de là. En réalité, le narcissique, l'égocentrique n'est pas centré sur lui. Il ne se connaît pas, il n'est pas à l'écoute de lui-même. L'égocentrique, le narcissique, est centré sur un personnage qu'il crée et qu'il entretient, comme le ferait un sculpteur, un acteur de théâtre, un artiste qui invente un personnage et qui veut s'identifier à ce personnage. Sauf que ce personnage, eh bien, il le prend pour lui-même, pour son corps, son psychisme, son être et ses pensées. Ils ne sont pas à l'extérieur, mais c'est comme une œuvre d'art, c'est une création. Le narcissique, l'égocentrique, n'est pas centré sur lui, car il ne se connaît pas, car il n'est pas en relation avec son essence, son être véritable. Donc être à l'écoute réellement de soi, comme le disait un maître, un très grand maître il y a 2000 ans, aime le prochain comme toi-même, qui revient à dire aime toi-même également, eh bien, il ne s'agit pas d'être orgueilleux, il s'agit de se rencontrer, d'être à la première place de notre vie, puisque en français, eh bien, on parle, ou en grammaire, on va parler de la première personne du singulier. La première. Donc je suis bien la première personne de ma vie. Et l'autre, eh bien, c'est la seconde personne. La première personne de ma vie, vraiment de manière très singulière, c'est moi, je parle, j'écoute, je ressens. La deuxième personne de ma vie, la seconde, c'est toi. Tu es la deuxième personne la plus importante de ma vie. Aime le prochain, l'autre comme toi-même. Donc l'autre est la deuxième personne. Celui avec qui je suis en relation, en contact, direct. Et lui et toi, en contact avec moi. Je suis en contact avec toi et toi avec moi. Alors tu es la deuxième personne de ma vie. Et arrive ensuite, après, la troisième personne singulière de ma vie. L'autre, il, elle. Je ne lui parle pas directement, il ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas. Je ne suis pas en relation en dialogue. Mais il existe. Il est là, périphérique. Et puis arrive le pluriel ensuite. Et là, dans cette première personne plurielle,
eh bien, à nouveau, nous retrouvons la première personne. C'est à la fois moi, c'est à la fois nous. Dans la première personne, le monde entier est là. Nous sommes là. C'est-à-dire tous les êtres avec qui je suis véritablement en contact, en relation. Je peux dire nous, je peux ainsi sentir cette unité. Quelque chose de commun, de partagé. Nous sommes français, nous sommes assis, nous sommes thérapeutes, nous sommes chrétiens ou bouddhistes, nous sommes ceci, nous sommes cela. Nous avons quelque chose en commun. Et puis la deuxième personne, c'est vous. Vous qui êtes différent, qui êtes à l'extérieur. Et puis viennent ensuite eux. Donc, troisième règle pour moi, de bon usage de notre corps, fais une place spécifique à tes ressentis, à tes émotions, à ce qui vit à l'intérieur de toi. Dans la personne que tu es, non pas dans le personnage, non pas dans la création. Et prendre ce temps, c'est aussi important que, et même plus évidemment, que le temps qu'on prend pour faire sa toilette, se laver les dents et d'autres choses quotidiennes. Alors, à bientôt pour la quatrième proposition, qui est que tout est métaphore. À tout de suite.